dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui j'avais envie de m'atteler à une question qui me turlupine depuis la nuit des temps, qui me traverse l'esprit dès que je dis aux gens que je suis passionnée de mode et que je vois souvent dans leur regard une once de mépris. Je voulais me demander pourquoi est-ce que la mode a autant mauvaise presse, pourquoi est-ce que la mode est toujours assimilée à des choses négatives, à la frivolité, à la futilité, pourquoi est-ce que la mode est encore aujourd'hui exclue des sphères universitaires, pourquoi est-ce qu'on ne l'étudie pas, pourquoi est-ce qu'elle vient de rentrer dans le musée et pourquoi ça n'a pas été plutôt considéré comme un objet culturel valable et légitime. Est-ce que la mode est-elle vraiment l'œuvre du diable pour avoir une si mauvaise réputation? Finalement, c'est un peu ce que je me demande dans cette vidéo. Ma vidéo va être compartimentée en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons parler des traités des moralistes et de la condamnation de la mode dans ces traités moralistes. Dans une seconde partie, nous allons ensuite aborder le cœur du problème et nous allons essayer de voir si la mode entretient un quelconque lien avec les 7 péchés capitaux. Et enfin, dans une troisième partie, je vais m'interroger sur la filiation qu'il y a peut-être entre la mode et la mort et qui pourrait de ce fait expliquer notre méfiance vis-à-vis de cette industrie qui nous fascine autant qu'elle nous terrorise finalement. Les traités des moralistes et la condamnation qu'ils font de la mode. Alors ça va forcément toucher à la religion, cette partie-là, parce qu'il faut savoir que à l'époque moderne émerge la notion d'individualité. Et en fait, la notion d'individualité, elle est centrale dans le système de mode, puisque le système de la mode va mettre l'accent sur l'idée d'une personnalité, l'idée que c'est important de se démarquer. La mode, il faut la comprendre comme étant un phénomène ludique qui génère tout le temps des formes nouvelles et inconstantes, et dont le seul précepte invariable est bien celui de la soif de nouveauté et de la nécessité toujours de créer quelque chose de nouveau. Et la mode, ça va vraiment rompre à l'époque moderne avec cet amour et cette même vénération du passé, en ce qu'elle institue justement une nouvelle valeur, la valeur de la nouveauté. Dans son ouvrage L'Empire de l'éphémère, Georges Lipovetsky affirme que la mode a entamé sa forme inaugurale à partir du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, et c'est pendant ces siècles-là qu'est établi un système de mode tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un système de mode qui sacralise la nouveauté et qui rejette en bloc tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, qui va mettre l'accent sur la notion d'individualité et de personnalité, et qui va en fait faire du corps une valeur pour une potentielle ascension sociale. D'ailleurs, cet ouvrage de Lipovetsky, il est assez intéressant parce que il instaure une réflexion sur le rôle qu'a joué la mode dans l'instauration d'un idéal égalitaire au sein des sociétés libérales modernes. Alors, il y a beaucoup de choses à redire dans son ouvrage. Moi, quand je l'ai lu pendant le confinement, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord avec lui, mais il entame quand même une réflexion qui est assez inédite. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur son ouvrage. Cette idée d'individualité qui est propulsée par la mode va très vite déranger les moralistes du XVIe mais surtout du XVIIe siècle, en ce qu'elle véhicule l'idée qu'on fait un culte de soi, un culte de son corps, et forcément donc la mode s'interpose entre l'individu et la religion. Très rapidement, les moralistes du XVIIe siècle notamment vont notamment condamner bien sûr tout ce qui est décolleté. Il y a même Jacques Boileau qui écrit en 1675 « La vue d'un beau sein n'est pas moins dangereuse pour nous que celle d'un basilic ». Les moralistes du XVIIe siècle vont surtout condamner la mode quand elle s'applique au corps des femmes, parce qu'en fait ils disent que la mode va être une manière pour les femmes de parvenir à leur fin et de se faire passer pour de jolies créatures dignes de respect, pouvant inspirer l'amour, alors qu'il y a toujours quelque chose de dangereux. Et les moralistes vont même associer les précieuses, qui sont des femmes lettrées qui organisent des salons où il y a beaucoup d'intellectuels et d'écrivains qui viennent présenter leurs livres, etc. Et ces précieuses font très attention à la manière dont elles s'habillent, puisque leur salon, c'est vraiment des mises en scène de soi perpétuelles. Et donc les moralistes disent que ces précieuses, puisqu'elles font trop attention à elles, ce sont des femmes païennes, des infidèles. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes de la mode selon ces moralistes, puisqu'elles ont toujours ce désir inébranlable d'être vues, admirées, reluquées. Qu'est-ce que vous en pensez les filles ? Vous êtes d'accord? Le problème réel qui est posé par la mode et qui dérange tant ces moralistes, c'est que la mode donne à voir la sexualité, le désir, la séduction. Et ça, c'est un vrai problème pour une société qui est encore très empreinte de la religion. Fitelieu écrit en 1642 un traité moraliste qui s'appelle la contre-mode. Et c'est impressionnant, mais ce mec a quelque chose contre la mode. Il va vouloir la
Ah, bah zut, petit problème technique. Voilà, tant pis. Il n'y en aura plus que 2. Et donc ce cher Fitelieu dit qu'il faut absolument bannir la mode parce qu'elle pervertit les esprits, parce qu'elle investit un corps qui, au lieu d'être tourné vers lui-même, doit être tourné vers Dieu. Et en ce sens-là, la mode s'interpose entre les hommes et la religion et est donc forcément dérangeante. Elle accapare l'homme vers les choses basses et animales de son corps qui, au contraire, de par la religion, doit s'élever et être dépassé. La mode entame un ouvrage de dénaturation, d'artifice, qui n'est que mensonge et qui induit aussi l'idée que le travail de la nature et de Dieu n'a pas été suffisant, qu'il faut savoir outrepasser ça avec les fards, les mouches, les perruques de l'époque. Or, derrière la beauté, et c'est aussi ce pourquoi les femmes sont les premières cibles de ces attaques virulentes, il y a toujours une forme de lascivité, une forme de tentation à laquelle il faudrait faire très attention parce qu'il y a toujours derrière le plaisir du corps qu'on veut encore une fois réfréner. Et selon Fitelieu dans son petit livre La Contre-Mode, la mode attiserait l'envie, le vol, le mensonge, la jalousie. C'est pour ça que les moralistes souhaitent revenir à une mode purement utilitaire, dont l'objectif serait seulement de protéger le corps des intempéries, du froid, de machin, mais quelque chose d'absolument pas artificiel. Et pour convaincre les gens, parce qu'au XVIIe siècle, quand même, les aristos, la cour, etc., ils aiment faire attention à eux. Et bien pour les convaincre, ils vont même jusqu'à dire que lors du jugement dernier, quand ils seront seuls face à Dieu, eh bien Dieu ne les reconnaîtra pas s'ils mettront trop de fards, s'ils seront trop dénaturés par l'œuvre de la mode finalement. On voit donc que cette condamnation de la mode, en fait, elle est inscrite dans l'histoire, elle est inscrite dans un procédé qui tend à la diaboliser véritablement. Deuxième partie, quel lien entre la mode et les péchés capitaux? Alors pour tous ceux qui n'auraient pas révisé leur cours de religion et qui se seraient perdus vers les vicissitudes du monde laïque, je vais vous rappeler les 7 péchés capitaux. Il y a l'assédie, paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Je vais surtout me concentrer sur 4 d'entre eux. Tout d'abord, l'orgueil et l'envie. La mode a très longtemps, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, servi de démarcation sociale. Elle traduit un désir d'insertion sociale et économique. Il y a aussi l'idée que sa gratuité assure un espèce de dédain du pratique au profit d'une économie frivole, au profit de dépenses inutiles et purement ostentatoires. Il faut savoir aussi qu'entre le XIIIe et le XIVe siècle, il y a l'essor de la bourgeoisie, l'apparition de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie va vouloir imiter l'aristocratie, imiter ses belles tenues vestimentaires. Et en fait, il va y avoir tout un nombre d'édits somptuaires qui vont être passés pour interdire le plagiat, pour interdire aux bourgeois de recopier les jolies modes aristocratiques. C'est quand même dingue. Et aujourd'hui, on pourrait croire que la mode s'est démocratisée et qu'il ne s'agit plus dans la mode de montrer d'où on vient, de montrer son capital économique ou intellectuel ou culturel. Pourtant, en fait, c'est toujours le cas. Je veux dire, le problème de la contrefaçon est assez parlant, mais aussi la tendance logomania. Parce que concrètement, la tendance logomania, qu'est-ce que ça relaie? Ça relaie juste la marque, la griffe, et le fait qu'on puisse la porter, ça signifie qu'on appartient à une certaine classe de la société. Ça montre qu'on a une certaine richesse et ça nous détache du reste de la population en fait. Ensuite, je voulais parler de notre péché de gourmandise parce que la mode entretient, je pense que c'est pas un scoop, une relation à la nourriture extrêmement dérangeante. C'est une industrie qui génère un certain nombre de TCA et je voulais notamment vous parler d'un livre qui a été écrit par une ancienne mannequin de l'agence Elite qui s'appelle Victoire Masson-d'Auxerre et qui a écrit un livre qui s'appelle Jamais trop maigre, il me semble, paru il y a quelques années, dans lequel en fait elle va faire le récit de son anorexie et de sa boulimie qui ont été déclenchées lorsqu'elle est devenue mannequin. Dans ses écrits, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle met vraiment en scène cette espèce de schizophrénie consubstantielle à la mode qui en fait est de toujours mettre en scène un rapport très sain à la nourriture. Au défilé, elle le dit elle-même, il y a des buffets de ouf, les meufs elles font que boire du champagne, il y a du foie gras partout, etc. Et à la fois ce sont des filles qui font quand même du 32 en mesurant 1m80 pour la plupart, et c'est quelque chose qui, en dehors de son livre, se retrouve vraiment dans le système de la mode. Je veux dire, le nombre de mannequins, mais de mannequins, je parle notamment de Gigi Hadid qui est assez spécialiste là-dedans, qui vont se mettre en scène en train de manger un gros burger en mode I love porn food machin. Il y a quelque chose qui cloche, notamment le cas de Gigi Hadid est assez intéressant parce qu'elle a quand même débuté dans le mannequinat en se faisant connaître notamment par son côté plus
pulpeux avec toutes les pincettes qu'il faut prendre parce que bon déjà ça veut rien dire mais en plus elle était quand même déjà très mince à la base. Elle était donc d'abord connue pour ça, pour le fait qu'elle ait plus de seins que les autres mannequins et tout, et elle a toujours vraiment mis en scène son amour pour la bouffe, le fait qu'elle faisait jamais de régime, et pourtant au fil des années elle a fondu et maintenant elle est aussi mince que n'importe quel autre mannequin. Et ça montre que l'objectif de la mode ce n'est que de vendre un rêve d'une espèce d'amour gargantuesque pour la bouffe et le fait de bien vivre, le fait d'être toujours dans une espèce de nonchalance vis-à-vis de son corps. On va pas faire de régime, pas du tout, c'est pas à la mode de faire des régimes. Et pourtant il y a un contrôle permanent du corps, notamment chez les mannequins, qui pose un vrai problème. Et c'est particulièrement parlant ce comportement de Gigi Hadid quand on voit des vidéos de sa mère, de la mère des deux filles Hadid, qui alors qu'elles sont à peine adolescentes les prive de plein de trucs et a un comportement hyper culpabilisateur plutôt sur leur rapport à la bouffe. Donc il y a vraiment un truc qui cloche en fait. I'm so excited for the food. Pretty much all the food that we're eating is like a heart attack in a meal. It's like, but it's gonna be so good. It's good. You can have one night of being bad, right? Yeah, I was actually really good this week. Yeah. And then you gotta get back on your diet though. I have to have a bite for good luck though. But not too big. No, that's too big. The half of that. Gigi's in charge of her own diet, but to be on your best weight, you gotta make the right choices. This is you. Ensuite, je voulais parler du péché de luxure. La luxure, la mode n'est-elle pas la forme la plus cinglante de la concupiscence? Je veux dire, l'objectif de la mode c'est quand même de mettre en avant nos corps, et ça passe souvent par des stratégies extrêmement provocantes qui vont dévoiler la chair, qui vont instaurer un rapport de séduction et parfois même de sexualité dans l'espace public qui choque souvent les plus puritains d'entre nous. Je voulais, pour vous montrer à quel point la mode et la luxure ont des choses en commun, vous parler d'une campagne pub Gucci. C'est la campagne printemps-été 2003 de la maison Gucci qui a été prise en photo par Mario Testino mais c'est Tom Ford, le directeur artistique de l'époque. Le mouvement de mode porno chic a été instauré par Karine Roifeld qui à l'époque était rédactrice en chef de Vogue Paris et par Tom Ford lui-même. C'est un mouvement... Oh, une autre perle. Non, c'est dramatique ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. Pour dire en gros ce que c'est que le mouvement du porno chic, c'est en fait une reprise des codes de la pornographie appliquée à la photographie de mode. Donc c'est quand même un mouvement qui au début des années 2000 choque beaucoup, et notamment cette campagne de pub. Je vous montre l'image mais je la censure donc vous irez chercher de par vous-même. Il faut savoir que l'épilation sur le pubis est en forme de G. Ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que le sexe devient un produit. Donc cette photo, elle emprunte tous les codes de la pornographie avec la promiscuité du regard, la proximité de l'organe génital féminin, l'image léchée, l'obsession du détail qui se traduit ici par cette épilation un petit peu autoritaire, mais aussi le fait que le cadrage guillotine le mannequin, on voit même pas sa tête, et que tout se concentre vraiment sur son sexe. Donc finalement cette campagne de pub, qu'est-ce qu'elle transmet? Elle transmet l'idée que la conquête du plaisir, la conquête du point G, il y a aussi un espèce de double jeu avec Gucci et le point G, elle est réalisable par l'investissement économique dans des produits Gucci, et que en fait on associe cette marque, cette maison de couture à une espèce de réussite, de conquête sexuelle, de liberté sexuelle, enfin voilà quoi. C'est ce genre de valeurs qui sont ici mises en avant. Pour ce qui est des autres péchés capitaux, on a la paresse, l'avarice et la colère. Je voulais pas vous en parler parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, et parce qu'en plus c'est moins évident forcément de créer des liens avec ces péchés là. Passons donc sur ce à la troisième partie, la mode et la mort. J'introduis ici Giacomo Leopardi qui est un poète, un écrivain et un philosophe italien de la fin du 18e, début du 19e siècle, et il a écrit en 1880 un petit recueil qui s'appelle Poésie et œuvres morales, dans laquelle il y a un chapitre qui s'appelle Dialogue de la mort et de la mode. Je suis tombée sur ce dialogue grâce à une amie qui me l'a envoyé. Il est disponible sur internet, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que ça vaut vraiment le détour, et ça donne une nouvelle profondeur à la mode et une nouvelle raison de la
la détester et de la haïr finalement. Dans ce dialogue, la mode est personnifiée et la mort aussi. Ce sont deux femmes qui se respectent et qui s'adressent l'une à l'autre dans une certaine proximité. Et finalement, la mode va vouloir convaincre la mort qu'elle est sa jumelle. Elle va lui exposer point par point leurs similitudes et pourquoi elles doivent opérer ensemble et partager leurs dessins finalement. Il faut quand même reconnaître que dans ce dialogue, la mode a raison. La mode comme la mort sont toutes deux immortelles. Il est impossible de leur courir après parce qu'elles vont trop vite, elles galopent à un rythme qui est effréné, qui est presque fatal pour nous autres petits êtres humains. La mode comme la mort vont faire et défaire tous les objets, les faire changer de forme, changer de figure. Et là je suis obligée de vous citer quand même une partie du dialogue qui est particulièrement parlante et qui est quand même iconique. C'est la mode qui parle à la mort. La mode dit donc: je dis que notre nature et notre habitude commune sont de renouveler continuellement le monde. Mais toi, dès le commencement, tu t'es jeté sur les personnes et sur le sang. Moi, je me contente d'ordinaire de la barbe, des cheveux, des habits, des meubles, des palais et des choses semblables. Il est vrai que je ne me suis pas privée et que je ne me prive pas de certains jeux comparables aux tiens. Par exemple, je perce tantôt les oreilles, tantôt les lèvres et le nez, et je les déchire avec les babioles que j'introduis dans les trous que j'ai faits. Je flambe la chair des hommes avec des fers brûlants que je les décide à y appliquer pour se rendre beau. Je déforme la tête des enfants avec des bandeaux et d'autres inventions. J'établis la coutume chez tous les hommes d'un même pays de chercher à donner la même forme à toutes les têtes, comme je l'ai fait en Amérique et en Asie. J'estropie le monde avec des chaussures galantes, je bouche les respirations et je fais sortir les yeux des têtes par l'étreinte des corsets, et je me plais à 100 autres choses de ce genre. En général, je décide et je contrains tous les hommes bien élevés à supporter chaque jour 1000 fatigues, 1000 désagréments, souvent même des douleurs et des tortures, et parfois à mourir glorieusement pour l'amour qu'ils me portent. Est-ce que c'est pas iconique? C'est incroyable. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment en mode, mais c'est totalement ça. Parce que la mode a carrément une entreprise mutilatrice envers nous autres les hommes. Il y a un espèce de masochisme de la mode qui se joue sur notre propre corps. En fait, on dit tout le temps qu'on s'habille pour être mieux dans notre peau, et ça se joue ça par un espèce de paradoxe, parce que finalement, on s'inflige quand même un certain nombre de désagréments. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce dialogue, il est inclus dans un recueil qui s'appelle Œuvre morale. Donc il y a encore une idée qui est là de dénoncer l'entreprise de la mode et le danger qu'elle fait prendre aux hommes, histoire d'être bien sûr que tout le monde se méfie d'elle, que personne ne s'y adonne avec trop de joie et trop de plaisir, parce que la mode est forcément dangereuse pour nous. Cette vidéo, je l'espère, vous aura convaincu que si la mode a autant mauvaise presse aujourd'hui, c'est bien parce que c'est inscrit en fait dans l'histoire et que on nous a toujours forcé à penser qu'elle était un péché, qu'elle était l'œuvre du diable, qu'elle était dangereuse et donc qu'il fallait se méfier d'elle. Je pense aussi, et c'est un peu mon ouverture, ma conclusion de cette vidéo, que si aujourd'hui la mode est tant méprisée des milieux intellectuels, des milieux de la recherche universitaire, mais aussi en fait de tout milieu culturel qui se doit, on a vraiment beaucoup de mal à imposer la mode comme vrai référent culturel, sociologique, historique, philosophique d'une société. C'est parce que elle est tributaire d'une histoire du corps, mais aussi d'une histoire du corps féminin. Le corps, il a été très peu étudié, comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, et on a toujours eu cet héritage intellectuel en France que le corps doit toujours être dépassé pour le domaine des idées. Et ça, c'est un héritage philosophique platonicien, parce que Platon a exercé dans sa philosophie le concept de l'ascension érotique, qui consiste en fait au dépassement des plaisirs charnels, des plaisirs corporels, pour arriver au plaisir de l'intellect, de l'intelligible en fait. Et donc nous, on est tout le temps très influencés quand même par cette manière de voir les choses, surtout qu'il faut savoir, comme je vous l'avais aussi dit, que le corps a été introduit comme étant un vrai objet de recherche seulement à partir des années 50, 60, 70, enfin la deuxième partie du XXe siècle. Et puis la mode aussi, c'est typiquement un fait des femmes. La mode fait partie d'un héritage culturel féminin. Les femmes ont été investies par la mode et ont dû investir la mode de manière réciproque pour pouvoir s'individualiser, pour pouvoir être accepté au sein de la société. Et c'est vrai que du coup, dans l'imaginaire commun, on a toujours tendance à voir la mode comme étant cette espèce de truc futile, ces affaires de chiffon, de bonnes femmes désœuvrées quoi. Totalement misogyne aussi. Je pense vraiment que si la mode avait été beaucoup plus du ressort des hommes, elle serait aujourd'hui bien plus étudiée, elle serait bien plus légitime dans la sphère intellectuelle. Et on a surtout beaucoup de retard nous en France, ce qui est quand même dingue, parce que la mode c'est quand même
l'atout de la France, enfin c'est quand même ce qui nous fait aussi rayonner à l'international. Pourtant on a un retard considérable vis-à-vis par exemple du monde anglo-saxon. En Grande-Bretagne mais aussi aux États-Unis, ils ont déjà amorcé ce qu'ils appellent les fashion studies, au même titre que les cultural studies ou les gender studies. La mode est désormais en fait une catégorie universitaire à part entière. Moi j'attends que ça nous arrive ici en France, que la mode soit disculpée ou pas, mais en tout cas qu'on s'intéresse à elle, parce que c'est pas parce qu'elle est dangereuse qu'il faut l'ignorer. C'est sur ce beau mot que je vous quitte, je vous dis à très bientôt. On peut se retrouver sur ma page Instagram et sur mon blog. Et puis oui, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!